Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos invités ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, qui sera interrogé sur les dossiers liés aux réfugiés haïtiens qui cherchent à s'installer au Canada, le TPS, la situation entre Haïti et la République dominicaine, le rappel des membres du personnel diplomatique et la question des deux Chines. Notre deuxième invité, M. Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre, qui s'exprimera sur le dossier haïtiano-dominicain, l'insécurité sous toutes ses formes et celui de la réhabilitation des forces armées d'Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour gain tout son besoin, construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Comme annoncé, c'est avec plaisir qu'on rencontre le ministre des Affaires étrangères, M. Antonio Rodrigue. On va parler de plusieurs dossiers. Monsieur Chancelier, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild et bonsoir aux auditeurs. Alors, Monsieur Chancelier, et vraiment, on a dit que un pile dossier, vraiment au niveau du ministère des Affaires étrangères que vous êtes en train de gérer maintenant. On va commencer tout d'abord avec la question canadienne. Donc, Haïtien Sao quitté aux États-Unis, qui quittait pour aller et essayer de joindre quand même asile au niveau du Canada. Et comment nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous accueillir, nous information ça. Et vous parlez d'un pile dossier, c'est vrai, c'est un dernier, il y a un pile question que nous-mêmes au niveau du ministère des Affaires étrangères on a géré. Et la toute dernière, comme tu l'as dit, c'est la question des Haïtiens qui laissent les États-Unis pour aller au Canada. Donc, qu'on est rôle ministère des Affaires étrangères, rôle diplomatie, hein, c'est pour sur tous les fronts côté il y a une question qui intéresse Haïti, qui intéresse Haïtiens. Aussitôt que nous connaissons ça, nous commençons à mettre en place tout moyen, d'une part pour nous informer de ce qui se passe, de voir l'ampleur de la situation, et puis faire les gestions nécessaires. Donc au ministère, donc on a pris contact avec notre ambassadeur à Ottawa, et ainsi le consulat d'Haïti à Montréal. Ça qui est important pour nous souligner que les gens arrivent en grande quantité pour traverser les frontières américaines pour le Canada. Mais on parle beaucoup des Haïtiens, mais c'est pas seulement les Haïtiens qui allaient, c'est toutes les nationalités, parce que Canada vraiment un pays avec une politique d'accueil pour les réfugiés. Les ouvert porte c'est pas comme d'autres pays qui ferment, qui pas accepter les réfugiés, les migrants. Donc ils ont ouvert porte et mon ils ont trouvé opportunité ça, ils ont rentré parce que moi apprendre que il y a des Africains et puis des Centra-Américains, Honduras, et Guatemala, Monzao, Nicaragua, Cali tout. Donc il n'y a pas seulement les Haïtiens. Mais dans le cas des Haïtiens, et surtout au niveau du Québec, on connaît avec question linguistique, la langue française, tout ça, les Haïtiens ont trouvé que les plus faciles pour eux, que ont intégré nos sociétés pareilles. Donc,
Pour cette raison, on a beaucoup d'Haïtiens venant des États-Unis qui traversent la frontière canadienne, mais surtout au niveau du Québec, ils vont à Montréal, côté nous avons une forte communauté haïtienne. Donc, y aller, mais comme nous avons une série de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ils sont bien accueillis par la police canadienne, ils prennent en charge, ils mettent dans des abris provisoires. Pas même des abris, des logements provisoires, parce que c'est pas question d'intempéries, ni de situation précaire. Bon, ils mettent en attendant que ils baillent un côté définitif au arrêté. D'après ça que m'apprend tout, le gouvernement canadien pris en charge en termes de compter, pas dire non, il compter prend en charge en termes de papiers pour capacité, même si c'est provisoirement au Canada. Et également pour les enfants qui doivent aller à l'école, pour logement, je l'ai dit déjà. Et puis, je crois qu'il y a une assistance sociale qui est censée gagner tout. Et de notre côté, je parle de l'État haïtien. Notre ambassadeur à Ottawa également fait la gestion avec le ministère des Affaires étrangères du Canada au niveau d'Ottawa et également le consulat a mis en place un accompagnement pour Baymonio. Le consulat a réuni avec les associations haïtiennes de Montréal pour que toute aide du rapport Baymonio. On a cherché pour l'instant des familles, des places, des endroits, des locaux côté yo ka héberger Mounio. Donc c'est là nous trouvons. Bon, je dois parler aussi au niveau d'Haïti. Le gouvernement, une fois informé de ça, commencer à prendre des mesures, en contact avec le président, avec le premier ministre, et nous avons mettre en place, élaborer une stratégie pour qu'on ait comment faire face à la situation. Parce que vraiment, Haïtiens de plus en plus chaque jour à privé, donc nous va augmenter de plus en plus au niveau de Montréal, notamment placé au niveau de l'ancien stade olympique de Montréal. Donc nous va augmenter, Monsieur le ministre. Oui, le nombre va augmenter, ça augmente de jour en jour. Bon, maintenant la nouvelle circule que le Canada accueille très bien les Haïtiens qui traversent la frontière. Donc en pile monde peut-être qui était aux États-Unis, qui peut-être dans une situation précaire ou situation statut qui pas clair, sûrement on n'a pas gain papier, il pas gain résidence, donc il pensait trouver au Canada ils issu à problème de séjour en pays étranger, en terre étrangère, mais on doit dire tout que avec le nombre qui augmente, ça va créer des problèmes parce que le gouvernement maintenant, que ce soit le gouvernement fédéral ou la mairie de Montréal, qui je dois dire en passant, s'est montré vraiment très généreux envers les Haïtiens. On doit dire, d'après ce que j'ai appris, c'est le maire de Montréal personnellement, il s'est montré vraiment très sympathique et prêt à aider les Haïtiens, à les accueillir, à les accompagner et de donner tout le support nécessaire dont ils ont besoin. Donc, avec ça, je ne sais pas qu'on est jusqu'à quel niveau ça peut rester comme ça, parce que avec mon cap rentré, on parle de 100 à 150 personnes qui passent chaque jour. Donc, vous voyez, le nombre va arriver à un point où peut-être c'est intenable. Alors, Monsieur le ministre, donc, on dit qu'au niveau de l'ambassade, au niveau du consulat d'Haïti à Montréal, il y a travaillé sur le dossier, et on connaît un thème de moyens tout. Est-ce que le gouvernement est capable de venir aide au niveau de ces ambassades, au niveau de ce consulat, pour capable faire face à une telle situation, si tu as besoin du côté de ces Haïtiens? Bon, c'est pour raison ça me dit qu'on va avoir une réunion d'urgence sur la question, soit cet après-midi ou lundi matin, de manière à faire une évaluation globale et en profondeur
de cette crise-là, former les non-crises, et de manière à mettre en place les mesures nécessaires pour y faire face. Nous, pas qu'on est, alors en passant, je dois dire que pour l'instant, les gens, les premiers arrivés, ceux qui sont là maintenant, il n'y a pas un très gros problème, parce que comme je l'ai dit, le gouvernement canadien et les gouvernements du Canada et du Québec les ont accueillis de façon très très correcte, et ils sont tout en respectant leur dignité. Donc il n'y a pas aucun problème, ils sont logés, nourris et autre chose d'après ce que j'ai appris. Mais de notre côté, nous devons faire notre part, nous devons jouer notre partition à ce problème. Et on reçoit constamment des informations de nos représentants au Canada, et également on est en contact. J'ai parlé à l'ambassadeur du Canada, à l'ambassadeur du Canada ici en Haïti, et pour connaître le problème sur le plan officiel, sur le plan gouvernemental, et ce que au niveau du Premier ministre, de l'Office du Premier ministre du Canada, quels sont les plans pour gérer, pour faire face à ce problème. Donc, dit que c'est clair qu'au niveau du gouvernement, donc, faut nous décider quand même, faut une cellule qui travaille sur question ça, le plus rapidement possible, parce qu'on ne sait pas côté ça qui arrive. Oui, on est en train de monter cette cellule. Comme je dis, peut-être cet après-midi, on a la cellule, parce qu'il y a une réunion plus tard pour travailler sur cette question. Est-ce que ça a étonné nous, le fait que tout Haïtien a quitté les États-Unis pour aller au Canada, monsieur le ministre? Et je dois dire oui et non. Oui, parce que avec la question du TPS qui pourrait terminer en janvier prochain, je dis pourrait terminer parce que il y a possibilité d'extension pour un autre 6 mois et encore une 3e extension, mais ce sera la dernière phase, je peux dire, de prolongation du TPS. Donc les gens ici, ils cherchent les moyens ils se débrouillent quand même pour trouver une façon de rester soit définitivement aux États-Unis ou ailleurs. Maintenant que la porte du Canada est ouverte, d'après ce que les gens disent ou sur les réseaux sociaux, le gouvernement canadien, le Premier ministre en personne a parlé que le Canada est prêt à accueillir les réfugiés de façon générale. Encore une fois, c'est pas seulement les Haïtiens que ça concerne tous les réfugiés. Et ils ont trouvé là, mon Dieu, une échappatoire pour au problème auquel ils sont confrontés maintenant aux États-Unis. Donc, je pense que beaucoup de gens pensent que au lieu de rester aux États-Unis, attendre l'échéance finale du TPS, que ce soit dans 6 mois ou dans 12 mois ou dans 18 mois, donc ils préfèrent rester et chercher ailleurs. Alors, Antonio, est-ce que jeudi, on a dit qu'au niveau du TPS, consultation poursuivre entre les États-Unis et Haïti, est-ce qu'on est capable d'une nouvelle extension, parce que mois de janvier à privé sont là assez rapidement? Bon, dans les discussions, négociations qu'on a eues au mois d'avril, de mai, il était question que le TPS allait être prolongé jusqu'en janvier pour 6 mois. Et avant l'échéance, il y aura une évaluation qui sera faite par les autorités américaines de manière à voir l'opportunité soit d'étendre à nouveau ou d'arrêter totalement. Les démarches continuent, les discussions continuent, les rencontres continuent entre les autorités haïtienne et américaine. Au niveau de Washington, notre ambassade, et en particulier l'ambassadeur Altidore, continue à faire tous les contacts qu'on avait fait au début de la situation. Et
toujours pour plaider la cause de nos compatriotes qui sont inscrits au programme du TPS. Et ici également, on fait la gestion de cette question de manière à pouvoir influencer les autorités américaines à prendre le cas des Haïtiens en considération. Mais je dois souligner que lors de la visite du secrétaire John Kelly en Haïti, il a posé, je ne dis pas poser des conditions, mais il a évoqué certaines choses que le gouvernement haïtien devrait faire de manière à ce que dans l'évaluation qu'ils vont mener vers la fin, peut-être novembre, décembre, ça pourra peut-être faire en sorte que la considération sera positive. C'est ainsi que il faut que, d'une part, les gens qui sont aux États-Unis se préparent. Parce que d'après ce qu'ils ont dit, définitivement, que ce soit dans 6 mois, que ce soit dans 12 mois, le TPS va se terminer. Donc, il faut qu'ils se préparent. Ils veulent voir que ces gens sont prêts à laisser. Deuxièmement, il faut aussi, au niveau du gouvernement, qu'on mette en place des structures pour accueillir ces gens-là au cas ils auront à revenir. Et également, ils veulent que nous sommes prêts à leur fournir les pièces nécessaires comme passeport et autres. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, le chargé d'affaires américain était venu auprès de nous ici pour commencer justement à évaluer une évaluation préliminaire, je peux dire, parce qu'il voulait savoir à quel point on était sur la question de livraison de passeports. Est-ce qu'il y a un plan d'accueil et d'insertion des gens qui sont aux États-Unis? Comment ça va se passer? Bon, j'ai également appris, je dois le dire, que ça court sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à présent, nous, au ministère, on n'a pas encore eu aucun document qui nous montre que les Haïtiens qui sont inscrits au TPS, ils ont reçu une lettre de l'immigration américaine. Ça, on va essayer de prouver ça. Mais de toute façon, peut-être c'est dans le cadre des formalités, dans le cadre de ce que le gouvernement américain fait pour avertir les gens, pour les informer que attention, il faut vous préparer parce que voilà. Donc, en clair, du côté d'Haïti, monsieur le ministre, que ça nous a souhaité, c'est que yo étendent à nouveau TPS là pour quelques mois et pour ces Haïtiens qui sont aux États-Unis. C'est pas souhaité, on travaille pour ça. On travaille pour ça. On est en contact avec des groupes. D'une part au niveau officiel, on est en contact. Je dois mentionner également que on a rencontré le président et dimanche dernier a rencontré un groupe de congressmen américains. Ils étaient 6 qui étaient de passage en Haïti et avec lesquels on a discuté du TPS. Et on leur a demandé leur soutien pour pouvoir faire en sorte que le TPS soit prorogé. Mais plus important, je dois souligner que dans le cas le TPS, c'est un statut temporaire. C'est ça signifie. C'est temporaire. C'est rien de définitif. Les gens n'ont pas la résidence. C'est pas résidence qu'ils gagnent. C'est pas green card qu'ils gagnent. Ils ont une carte qui permet de vivre, travailler légalement dans le pays. Mais c'est ça que je veux insister parce que c'est ça. Américains insistent sur ça avec nous tous. Je dis que TPS a son situation temporaire, son statut temporaire qui a fini quand même un jour. Il faut nous comprendre ça. Donc, mais ça qui est bon, ça qui est intéressant, c'est que ils fait une loi, on passé au niveau du Congrès une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie qui t'a permettre que tout groupe monde ça yo statut résident permanent.
Donc ça, on a fait lobby ça tout. Son deuxième route on a fait parce qu'on a fait deux tentatives à la fois, extension TPS, mais surtout si le Congrès américain t'a qu'à passer une loi pour bailler une amnistie et permettre que ces gens-là restent définitivement aux États-Unis. Effectivement, comme vous dites, l'ancien secrétaire d'État américain Homeland Security, John Kelly, comme tu as rencontré le TV en Haïti, et il rappelait encore une fois que TPS a son statut temporaire et dit que TPS a pour une raison, c'était pour question de tremblement de terre. Il a rappelé encore une fois que John Kelly maintenant, il est le chef de cabinet du président américain Donald Trump. Donc on dit que discussion à poursuivre. Là, oui, la discussion se poursuit et que avec l'administration américaine, avec le Congrès et même avec des groupes de pression qu'on appelle les lobbyistes et puis des associations américaines, des associations humanitaires, caritatives, droits de l'homme, toutes sortes de groupes. Ça, particulièrement au niveau du Congrès, il y a le Black Caucus que nous approchons tout pour nous capables. Il y a cette haïtiano-américaine Mia Love qui lui-même était en Haïti peut-être au mois de mai ou juin, tout ça qui va nous garantir que la camper avec nous pour capable pour ces dossiers pour voir dans quelle mesure il pas nous capable obtenir et prorogation TPS là pardon ou une loi au niveau du Congrès. Alors, pour tout le monde qui dit bon, parce que le gouvernement qui travaille sur le dossier, ça, qui soit capable de dire, ministre Antonio Rodrigue? Bon, Mounio qui n'a pas senti, il travaille à cap fait là, il n'a pas well. Mais écoutez, au niveau, tout homme dit, le niveau diplomatique, bah, il n'a pas fait la rue, il n'a pas fait sous les zones, il n'a pas fait, et au vu aussi de tout le monde, c'est des négociations en coulisses, des rencontres, éventuellement, ou qu'a fait, bah, un communiqué de presse, mais, le plus important, c'est que WAP travaille, et on se rencontre, on fait des discussions, des négociations. C'est quand ça aboutit, généralement, et puis gros communiqué pour dire voilà ce qu'on a obtenu. Donc, c'est pas parce que nous pas, à chaque jour, chaque moment, nous venons devant la presse, devant un micro pour nous dire mais ça nous fait, ça pas besoin de nous pas travailler. Et deuxième bagaille, le fait tout que a dit ça pousse nous un peu moi toujours aimer situation sur les deux angles. Il a dit que nous pas travail, c'est comme quoi son sorte de critique, mais critique là tout aider nous pousser faire plus. D'accord, même là au moment nous ta quand gens tranquille sous question, mais quand critique à venir, nous dit non font bagage. Donc moi particulièrement c'est quoi ça et le font critique de moi même pas courir à fâcher etc. Tandis ça mon dit me dit mais bien sûr laisse-moi voir ce que je peux faire de mieux. Peut-être il y a quelque chose que je fais qui c'est pas la bonne façon. Donc voilà, mais pour me dire vraiment, c'est pas une question nous croiser les bras, nous quitter ça qui arriver, non. Mais il faut pas oublier, peut-être c'est là, des fois on compte un peu de problèmes avec les gens qui parlent. Sont décisions d'un gouvernement. Excuse-moi. Décisions sont décisions purement et qui souveraines, mais qui dépendent de gouvernement, mais ils ont même cet intérêt, ils défendent. C'est l'intérêt de ce pays. On peut parler, on peut discuter, on peut venir avec tous les arguments que tu veux, mais si eux-mêmes estimez que le pas fait, c'est pas nécessaire pour eux-mêmes fait, nous pas qu'à forcer au fait. Donc quand ils disent que ils vont donner 6 mois au lieu de 18 mois, parce qu'on a discuté, on a négocié, on a tout fait, mais et finalement ils disent ok bon voilà on va faire quelque chose pour vous, on va donner pour 6 mois et puis on va voir. Oui. Alors que au départ il n'était pas question de même 6 mois. Quand moi je suis parti à Washington pour discuter avec John Kelly, il n'était pas question de 6 mois. Donc d'ailleurs le directeur de l'immigration avait carrément dit qu'il fallait arrêter ça. Donc voilà, on travaille. En clair, je veux dire, monsieur le ministre, c'est que c'est pour des décisions qui dépendent d'Haïti.
Mais non, il ne pas dépendre d'Haïti. OK, Haïti peut faire des démarches, Haïti peut faire faire travailler pour obtenir un résultat positif. Mais la décision finale, c'est le gouvernement américain. Voilà. Dossier République Dominicaine, là encore, on parle des réfugiés. Nous avons un peu d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'il faut, etc. Mais quand même, situation a été très compliquée pour les illégaux haïtiens en République Dominicaine, monsieur le ministre. Oui, c'est une situation très critique et également très difficile à gérer parce que il y a un pile d'éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, il y a la politique interne en République Dominicaine. Côté, il y a un secteur qui, pour raisons par eux, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le problème, qui a lancé une sorte de campagne contre les Haïtiens en République Dominicaine. Côté, ils viennent soulever l'anti-haïtianisme de certaines personnes ou de certains groupes. Et maintenant, ça a fait écho dans également certaines parties de la population. Donc, là, maintenant, il vient développer une sorte de tension, animosité, et même, on vient trouver que le gouvernement a réagi en intensifiant les contrôles migratoires que les gens doivent faire. Ça, il faut accepter. Le souverain, il doit faire prendre mesure. Mais là, maintenant, c'est quand il y a des dérapages, quand il y a des abus, mauvais traitement. Donc, nous-mêmes, nous intervenus. Donc, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. D'abord, j'ai convoqué l'ambassadeur dominicain à qui j'ai exprimé la préoccupation du gouvernement haïtien face à toute façon de traiter haïtiens quand les a déportés parce qu'on a eu des informations qui n'ont pas de cas vérifiés, mais il y a des gens, je peux dire des sources crédibles qui disent que c'est vrai. Côté, ils prennent des étudiants, ils prennent des gens qui sont inscrits au PNRE. Ils font amalgame, quoi. Oui, voilà, ils font amalgame. Donc, mais, si vous bien regardez, bon, la tension a un peu baissé, parce que compte tenu de suite à des interventions qu'on a faites, notre ambassade en République Dominicaine, les consulats là-bas, tout ça, on fait des interventions et en même temps tout, on a un peu calmé les gens parce qu'il y avait aussi des gens qui, pris de panique, ils ont décidé de retourner en Haïti. Donc, on a ce mouvement de reflux migratoire assez important, ajouté aux déportations. Donc, ça a créé un problème assez grave, assez critique. Donc, mais on parlait de images et vidéos qui doivent circuler sur les réseaux sociaux. On a eu à le dire, pas nous-mêmes seulement, il y a plein d'autres groupes qui l'ont dit que les images n'étaient pas vraies, c'est des images que l'on prend de situations, des événements qui passent en Afrique, des cas qui passent en Afrique au météo, sur les réseaux sociaux, faisant passer pour des situations qui arrivaient dans la République Dominicaine. Et les vidéos qu'ils ont montrées également, ce sont des vidéos de 4, 5, 8, parfois même 10 ans que vous venez avec eux. Et puis, vous faites comprendre ce qu'on ça a passé. Et ensuite, il y a des fausses nouvelles que vous dites, oui, il y a une tuerie qui fait à Moka, ou même, plus grave encore, c'est que Témono a dit qu'il y avait une réunion au palais, que le président Moïse a demandé aux Haïtiens de laisser la République dominicaine dans 15 jours. Tout ça, c'est... Intoxication. C'est tout ça, c'est faux, créer panique dans la tête mon donc, voilà. Donc, on a essayé on a rectifié ces fausses informations. Et ça
a pu faire baisser la tension, la panique au début on avait. Mais la situation reste quand même assez délicate, je dois dire. Et comme toujours, la question migratoire entre Haïti et la République dominicaine, c'est vraiment la pierre d'achoppement qui toujours empêchait que nous ayons des relations harmonieuses. Donc, et pour le dossier passe. Oui, on doit avoir une réunion prochainement avec nos homologues dominicains et tout ça pour le débattre parce que nous voulons, pour nous arriver à un certain modus operandi de toute question migratoire, même quand il y a des déportations, que ça soit fait dans les normes, selon la loi, selon les conventions internationales et plus important, selon un traité que nous avons signé avec la République dominicaine en 1999 sous façon pour faire les déportations. Alors, justement, il y a une raison qui travaille sur ce dossier, l'ancien ministre les Haïtiens vivant à l'étranger, qui souhaitait que vraiment tu as une réunion d'urgence qui fait un sommet binational en urgence pour traiter question ça, parce que situation atteint au niveau critique, je dis, qui soit pensé, monsieur le ministre. Non, sont bonnes suggestions, sont bons conseils, mais comme nous, on va préparer une rencontre binationale. Et pour, pas seulement l'immigration, parce que c'est important, mais il y a d'autres dossiers importants avec la République dominicaine. Pas oublier que la République dominicaine, c'est le plus gros partenaire commercial, non. Et dans l'échange, ça, Haïti, vraiment perdant, je peux dire, n'ont pas bénéficié assez, ou presque pas, de cet échange. Il faut que nous fassions façon pour nous capables équilibrer échanger pour nous capables de sortir bénéficier également. Donc il y a plein de choses également que nous sommes capables de joindre dans des actions communes. Par exemple, au niveau un projet de développement de la zone frontalière que nous avons fait ensemble des deux côtés de la frontière, qui a bénéficié de pays et de populations qui vivent dans la zone ZAO. Et au niveau local, le gouvernement, par l'entremise du président de la République, a lancé un projet de développement des communes frontalières, je crois que c'est 16 ou 18 communes frontalières pour capable et mettre dans la localité SAO toutes les infrastructures nécessaires, les monocap gagner les toutes bagailles, l'école, l'hôpital, route et développement urbain et banque, ce que ça bancaire et tout ça ont localité besoin pour le capable vivre, pour le capable évoluer et que les gens pas besoin à ce moment-là gens bien en République dominicaine pour trouver des services parce que je dis c'est ça mon offre n'importe ça au besoin c'est traverser frontières prendre donc côté que nous mêmes haïtiens nous perdu en termes de rentrée et en même temps les vins dénigrer dégrader tu vois l'image que fait qu'on pays qui pas gagné donc ça c'est un grand projet du gouvernement pour capable de développer les communes frontalières. Alors, quand tu as parlé binational là, qui l'a passé le café avant la fin du mois d'août. On a fait ici tout bien en République dominicaine. Ici en Haïti. Parce que j'ai rencontré homologue déjà en République dominicaine, maintenant c'est à lui de venir. Voilà. Autre dossier, monsieur le ministre, la Chine, Taïwan. Alors, pile d'informations, semaine ça a circulé sur des milliards de dollars que investisseurs, la Chine, a bien dépensé en Haïti. Qui statut diplomatiquement et qu'est-ce qu'on a dit jeudi sur la question chinoise par rapport à la République de Chine, Taïwan? Bon, nous avons des relations diplomatiques, nous entretenons des relations diplomatiques avec Taïwan. Bon, avec la Chine, par contre, on a ce qu'on appelle des relations commerciales. Et il y a un bureau commercial d'Haïti en Chine
et les Chinois ont également un beau de développement commercial ici en Haïti. Et le monde a évolué. On voit comment la Chine, la République populaire de Chine, la Chine, la grande Chine, la Chine continentale, quel que soit nos bains, c'est la même chose. Comment passer d'un pays un peu en développement ou même sous-développé à aujourd'hui la seconde puissance mondiale. Politiquement, économiquement, à tout point de vue, la Chine populaire est un poids lourd, et dans les relations internationales, et dans l'économie mondiale. Nous-mêmes, nous avons une longue histoire de relations, de liens avec Taïwan, qu'on appelle la République de Chine. C'est un partenaire sûr, c'est un partenaire vraiment qui a toujours été à nos côtés en cas de besoin. Et on a développé une amitié exceptionnelle avec les Taïwan et les dirigeants taïwanais également. Mais il se pose qu'il faut maintenant considérer l'évolution des relations internationales, l'évolution du monde, les nouvelles donnes sur la scène internationale, ce qu'on doit faire. Mais ça doit être fait. C'est une réflexion qui doit être faite au niveau du gouvernement, au niveau du pays, de la société, de tous les secteurs, pour savoir ce qu'on doit faire. On ne peut pas du jour au lendemain dire on laisse le Taïwan, on va à la Chine, parce que aussi il faut voir les intérêts du pays. Il faut voir les intérêts, parce que savoir ce qu'on... On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Tu vois? Donc, c'est là. Et également, même la question Chine-Taïwan évolue aussi au niveau des Chinois. On ne peut pas parler au niveau... entre eux, bon, évolution qu'a faite. Qui sait si un beau jour, il n'y a pas comment enterrer la rage de guerre et puis on embrasse l'autre et puis mon cher, nous sommes frères. Tu vois? Donc, c'est pas une décision qu'on peut on prend à la hâte et puis on fait un coup de tête, on dit on sort d'ici, on va là. Ensuite, il y a une question de crédibilité. Est-ce que on sommes crédibles? Est-ce qu'on peut compter sur nous? Tout ça. Donc moi, en tant que chancelier, en tant que celui qui conduit la politique étrangère, tous les jours, on me pose cette question. Mais c'est une question qui est très difficile c'est une décision très difficile à prendre. Il y a beaucoup de considérations à faire. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc, on doit prendre tête frette pour nous prendre une décision pour nous qu'on a fait. Mais jusqu'à présent, nous avons des relations diplomatiques avec Taïwan. Donc, et nous entretenons, nous maintenons des relations commerciales avec la République populaire de Chine. Mais en clair, ça veut dire que c'est pas un dossier qui est sur le tapis à l'heure actuelle. C'est-à-dire, mettez pour un balançant, qu'est-ce que est-ce que n'a vague sur Taïwan, nous parle Pékin. Et donc, ça veut dire, c'est pas une question qui est sur le tapis à l'heure actuelle. Officiellement, non. Je dois dire officiellement, non. Oui, il y a des discussions, chacun donne son opinion, voilà. Mais officiellement, non. Il semble qu'il y a vraiment un lobby Pékin très fort actuellement en Haïti. Oui, il y a un lobby parce que dans plusieurs secteurs, les gens en parlent, les gens discutent et chacun vient avec leurs arguments. Et surtout après le saut fait par le Panama, tout récemment, qui a choisi maintenant la Chine populaire. Donc, ça anime les débats, les conversations. Mais également, comme j'ai dit, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on se penche sérieusement sur cette question. Bon, Haïti aujourd'hui, nous sommes
à la recherche d'investissement pour le pays. Parce que c'est le plus important, c'est de trouver des investissements pour ouvrir des entreprises ici et créer des emplois. Là, on doit pouvoir compter sur des partenaires sûrs. C'est pas des partenaires qui viennent, qui font miroiter de l'or et tout à nos yeux. Et puis, après, ils disparaissent et puis ils nous laissent dans des beaux draps, dans des situations pires qu'avant. Donc, c'est ça qu'il faut tenir en compte. Et puis, on va aller. Et les Chinois, je parle des Chinois de la Chine populaire, sont intéressés par Haïti. Parce que, comme vous le savez, tout le monde le sait, Haïti c'est un terrain vierge, il y a beaucoup d'opportunités qui jusqu'à présent n'ont pas été exploitées. Et je pense que en tant que pays qui cherche des opportunités, qui cherchent des ouvertures, qui regardez comment ils ont pratiquement canvassé l'Afrique. Ouais. La Chine recherche des ressources et recherche des points d'ancrage pour étendre leur influence. Donc, ils sont intéressés par Haïti. Donc maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est dans notre intérêt, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple haïtien, pour faire un choix. C'est ça, la diplomatie, c'est ça, c'est faire des choix. C'est ça. Alors, monsieur le ministre, pour terminer, nous connaissons que quand il décision que tu prends, il rappelle au niveau de plusieurs missions diplomatiques, dans quel stade nous est, je dis là, au niveau de la diplomatie haïtienne? Bon, on a commencé justement. Bon, laissez-moi aller plus en avant. Dès mon arrivée, et suivant les instructions du président de la République, et également la feuille de route qui m'a été donnée, disons, par le Premier ministre, la réforme de la diplomatie constituait l'une des priorités. Donc, on a commencé à faire un travail d'abord d'analyse, d'études, de recherche d'informations, tout ça, et pour faire un diagnostic de l'état de notre diplomatie, voir les problèmes, déterminer une sorte de guideline, tu vois, et pour voir comment le faire de manière à ce que ça soit de manière la plus rationnelle possible et que ça soit bien fait. Parce que bon, moi, en tant que diplomate de carrière, diplomate de longue date, quand je suis entré au ministère des Affaires étrangères, il y a plus d'une trentaine d'années, on avait une diplomatie c'était vraiment, être diplomate, travailler au ministère des Affaires étrangères, c'était, voilà, prestigieux, tout ça. Mais vraiment, on a perdu ça, que soit sur le plan local, ou sur le plan international. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment, on nous regarde vraiment assez mal avec ce personnel. On ne peut même pas compter combien de gens dans des missions où Haïti a dans certaines capitales, à part peut-être un pays comme les États-Unis ou la Russie, nous avons le plus de diplomates. Imagine. On a largement dépassé le quota. Oh, bien sûr, on a largement dépassé le niveau normal, je peux dire, acceptable. Donc, et en plus, ça coûte beaucoup. Ça prend des ressources extraordinaires. Je le dis, 4,2 millions de dollars par mois pour faire fonctionner 49 missions diplomatiques, postes consulaires. Et plus grave, c'est quel est le return, qu'est-ce qu'on gagne. Donc l'argent investi, il n'y a pas de retour sur cet argent investi. Donc voilà, donc il faut faire quelque chose. Bon, on a entamé
cette réforme. Bon, maintenant, on a commencé par faire rappeler les ambassadeurs, les chefs de mission. Je dois dire les chefs de mission, parce qu'on a très peu d'ambassadeurs aujourd'hui. La majorité de nos chefs de mission étaient des chargés d'affaires à I. Donc, on a commencé à les rappeler. D'autant plus que c'est un exercice, je peux dire, tout à fait normal, même si des gens ne comprennent pas. Quand il y a un nouveau chef de gouvernement, un nouveau chef d'État et un nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal que les chefs de mission soient rappelés. D'ailleurs, ils sont considérés démissionnaires parce que un chef de mission, c'est le représentant personnel du chef d'État. Comment se fait-il que c'est un autre chef d'État qui vous a donné des instructions, une feuille de route, maintenant il y a un autre. Il faut s'attendre à ce que ce nouveau chef d'État puisse passer des gens à lui, des gens en qui il a confiance, pour mener sa politique étrangère. Donc on a commencé par rappeler les chefs de mission. Bon, pas tous, parce qu'il y en a qui sont dans des points stratégiques où on a encore besoin d'eux, et où on fait certaines évaluations pour voir s'ils vont rester, s'ils vont être transférés, parce que les mouvements diplomatiques, ça se fait normalement dans tous les pays du monde, et il y a des pays, c'est chaque 3 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans au maximum. Mais la rotation à la diplomatie, c'est la norme. Et donc, on a commencé. Mais après, on va aller un peu plus loin, parce que tout ça demande, on doit avoir les moyens également, parce que rappeler les gens, ça coûte, il faut payer les frais de rappel, payer les billets d'avion, des fois si dans la famille, payer pour la famille, etc. Donc ça veut dire, est-ce que pas de nouveau ambassadeur, chef de mission que nous allons rappeler, et puis ça nous rappeler, est-ce que nous remplacer, comment nous allons faire pour nous remplacer, parce que faut l'homme, soit le plan ambassadeur, faut le passer dans le Sénat, etc. Est-ce qu'il y a un processus qui est en cours à ce niveau-là? Et puis on avait parlé des ambassadeurs de pays quand même importants. Sur les réseaux sociaux, on avait parlé la France, les États-Unis. Est-ce qu'il y a vérité qu'il y a dans ça? Malheureusement, beaucoup de ce qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas avérés, ne sont pas vrais. On a parlé de la France, l'ambassadeur d'Haïti en France est encore en poste. On a parlé des États-Unis, il est encore en poste. Donc, vous voyez, le premier groupe, c'est surtout, comme j'ai dit, des chefs de mission qui ont été nommés en qualité de chargés d'affaires à I. Ces gens-là, ils ne sont pas accrédités dans les pays où ils sont comme ambassadeurs. Ils n'ont pas reçu d'agrément. Ils n'ont pas présenté de lettre de créance. Et pire, ils n'ont pas été ratifiés par le Sénat. Vous savez, ça, c'est une exigence constitutionnelle qu'un ambassadeur ou un consul général doit obtenir la ratification du Sénat. Donc, ce sont des anomalies qui existaient. On a commencé par faire cela pour corriger ces anomalies. Mais dans une deuxième phase, je parle des chefs de mission, on va nommer de nouveaux chefs de mission. On doit les trouver, les désigner, demander l'agrément auprès du gouvernement, attendre qu'on donne l'agrément et les envoyer devant le Sénat pour la ratification. Donc, généralement, c'est un processus qui prend entre 2 mois et 3 à 4 mois, 2 à 4 mois. Donc vous dites concernant les États-Unis, la France, ces ambassadeurs sont toujours en poste. Oui, sont toujours en poste. Et pour l'Union européenne? On avait un chargé d'affaires. Daniel Soupis n'était pas ambassadeur à l'Union européenne, il était juste chargé d'affaires. Mais il a été rappelé. J'ai parlé de tous les des chargés d'affaires. Voilà. Donc selon même qu'il nous présente car nommé un nouveau chef de mission Sao, qui peut-être si ratifié par des ambassadeurs par l'État haïtien. Bon, tout ça est à l'étude parce que
on vient de rappeler ceux qui étaient en poste. Donc, on doit, comme j'ai dit, chercher. On est en train d'évaluer les possibles candidats. Mais en attendant, que monde qui est en charge de là. Voilà. La procédure, c'est que quand on rappelle un ambassadeur ou un chef de mission, tout de suite, le numéro 2 de l'ambassade ou du poste consulaire assure l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ambassadeur ou un nouveau chef de poste consulaire arrive. Alors, dans le cadre de ces choix, tout le monde connaît le point important et que parlementaire a gagné et il y a des gens qui ont parlé de dans le cadre de nomination ça. Est-ce que là, le gouvernement peut gagner autonomie pour faire de véritables choix, de bons choix de diplomates, monsieur le ministre? Le choix de chef de poste, chef de mission diplomatique, définitivement, c'est un choix politique. Voilà. Même si le reste du personnel d'une ambassade ou d'un consulat peut être des employés, des techniciens, voilà, on a des diplomates de carrière, des cadres qui viennent du ministère, mais le chef de poste, le chef d'une ambassade, définitivement, c'est un choix politique. Parce que n'oubliez pas, c'est le représentant personnel du chef de l'État. Donc, ça demande vraiment un travail très élaboré en termes de qui on va envoyer pour représenter le chef de l'État. Le chef de l'État doit penser sérieusement avant de décider qu'il doit envoyer pour le représenter dans tel ou tel pays. Ça demande il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc, voilà. Oui, définitivement. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodic, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a très largement parlé des dossiers relatifs à la diplomatie, parler des réfugiés, etc. Et puis des mouvements qui sont en cours au niveau de la diplomatie haïtienne. Merci beaucoup. Merci. Comme annoncé, M. Jean-Robert Argan, le responsable du collectif du 4 décembre, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de plusieurs dossiers, notamment la question haïtiano-dominicaine, la question de l'armée. M. Argan, bonsoir et bienvenue à l'émission En Jeu. Bonsoir Rothschild, bonsoir auditeurs de l'émission En Jeu. Bien content de capable partir, faire un petit moment avec nous là, puis on y va. Alors, monsieur Argan, nous connaissons que récemment, il y avait une manifestation qui devait être organisée par plusieurs organisations de la société civile, bien sûr, sur le parapluie d'organisation là, collectif du 4 décembre. Et donc, nous connaissons que la manifestation a été reportée. Est-ce que ça veut dire pour autant que, dans ce mouvement qui crasait? Bon, en fait, la manifestation, c'est quoi? La manifestation a été un mouvement que nous avons enclenché pour un but bien défini. Donc, qu'est-ce que vous comptez relancer ce mouvement de manifestation, Jean Bergan? Bon, au fait, nous pensons que le moment est passé. Nous pensons que nous avons, de toute façon, avant-hier, remis officiellement aux instances concernées cette documentation qui aurait dû leur être remise lors de la marche. Bon, maintenant, on a fait, effectivement, nous avons pris notre bâton de pèlerin et avec deux membres du conseil du collectif, nous sommes allés remettre ceci au ministre de la Justice, la copie au président de la République, la copie au Premier ministre, la copie au président du Sénat, la copie au président de la Chambre des députés et une dernière copie à la DCPJ. Maintenant, faire une marche, on ne veut pas faire une marche pour une marche. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de points à soulever et il faut que la marche soit vraiment l'expression d'un besoin réel. Parce que déplacer les gens, nous avions des gens qui sont venus de Maniche, de Caille, du Cap, etc., qui devaient participer à la marche que nous avons dû renvoyer pour la raison que vous savez.
Et donc, pour le moment, nous ne pensons pas avoir la marche dans l'immédiat. Et on est en train de revoir au niveau du conseil du collectif. Et on va revoir aussi avec les autres membres organisateurs notre prochaine action. Vous comptiez lors de cette marche dénoncer l'insécurité sous toutes ses formes, l'insécurité foncière, l'insécurité dans les rues, etc. Est-ce que depuis l'annulation de cette marche, est-ce que la situation évolue dans le bon sens ou bien ça reste comme elle était avant? La première chose que nous pouvons remarquer, c'est le seul point visible, c'est que tout de suite après la marche, après la date de la marche, après le renvoi de la marche, nous avons vu la réaction de la police nationale. Et je crois qu'il faudrait quand même rendre hommage à la direction générale de la police d'avoir reconnu cet tort, parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un en position, en fait, ou un chef, reconnaître cet tort, s'en excuser et ouvrir les bras pour reprendre les choses. Je crois que c'est à leur honneur. Donc ça a été pour moi un des points importants de cette date du 28 juillet. Maintenant, l'autre chose, c'est que ceci montre qu'il y a beaucoup de faiblesse au niveau encore de nos institutions. Et quand au niveau des résultats par rapport à ce qui est inscrit dans ce dossier de revendication ou de positionnement, c'est trop tôt pour pouvoir juger. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, comme dans la lettre que nous avons adressée au ministre de la Justice, et nous avons dit que nous avons reconnu que le gouvernement avait fait certains efforts quant à une amélioration de l'ambiance sécuritaire du pays, puisqu'on a vu un déploiement beaucoup plus important de policiers dans les rues. On a vu qu'ils ont mis en place, et encore, c'est pas encore dans le moniteur, cette fameuse commission, ce qu'ils ont créé pour pouvoir faire face à l'insécurité foncière qui est dramatique de notre pays. Non, maintenant, donc l'insécurité reste et demeure. C'est encore à l'état latent, probablement, mais elle est là, puisque au fait, c'est structurel. Au fait, il faut un certain temps, il faut une certaine collaboration, il faut la remise en confiance entre la police qui est là pour la sécurité et la population. Je ne pense pas que nous en soyons déjà là. Jean-Berg, on voit partout en République dominicaine, il y a vraiment de grands mouvements au niveau de la mobilisation. On l'a vu au Brésil pour dénoncer notamment le dossier de la corruption et autre chose. Est-ce que c'est dans l'objectif visé pour monter vraiment vraiment des organisations de la société civile qui soient de véritables organisations de pression pour faire bouger les lignes dans le bon sens? Bon, il faut remarquer qu'au fait, la société civile était un petit peu absente. Et maintenant, je crois qu'on essaie d'organiser pour qu'elle bouge et qu'elle se fasse entendre. Parce que avant tout, c'est nous autres qui payons le pot cassé. C'est nous autres qui payons les conséquences des inconséquences de nos dirigeants. Donc, et c'est pour ça que nous avons organisé cette conférence débat avec plusieurs secteurs pour pouvoir toucher du doigt les problèmes. Maintenant, ce qui vraiment nous intéresse, c'est de voir les résultats. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que finalement, nous commencions à avoir un pays, à mettre en place une structure. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui où nous parlons, c'est qu'il n'y a aucune disposition de prise pour reprendre les structures de notre pays, pour reprendre une administration logique de notre pays. Le management de notre pays laisse à désirer. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'encore une fois, à l'avenir, nous allons payer les conséquences. Là, vous avez parlé de la mobilisation, par exemple, en République dominicaine. Oui, on a vu les photos. Oui, on a entendu parler. Oui, on a vu cette masse de gens à regagner les rues pour manifester contre la corruption. Est-ce que nous sommes prêts pour le moment pour le faire en Haïti? Je ne suis pas certain de ça. Parce que, Raïch dit dans le blanc, la République dominicaine quand même, le gouvernement a réagi devant les pressions de la population et on a vu l'arrestation de près de 14 hauts placés.
Maintenant, ici, est-ce qu'on a une structure qui soit à même de répondre? Je ne sais pas encore. C'est pas encore certain. Donc, il faut voir. Il faut que ceci soit en place. Oui, il faut travailler pour que, finalement, la norme revienne en surface. Parce que maintenant, nous fonctionnons vraiment comment expliquer ça? En zopopée. C'est le terme créole. Donc, en clair, quand même, vous souhaiteriez avoir une société civile plus forte, plus présente, plus active, quoi. Absolument. Mais pas simplement la société civile. Nous voudrions revoir notre pays naître. Nous voudrions retrouver une nation. Nous voudrions retrouver cet Haïti qui était connu pour un joyau, qui était connu pour sa convivialité, qui était connu pour sa chaleur humaine, qui était connu pour son sourire. Maintenant, c'est pas ce qu'on trouve. On trouve la misère, on trouve des jeunes qui n'ont qu'une vision, c'est de trouver un moyen, un trou pour abandonner le pays, aller survivre à l'extérieur. Et c'est pas toujours vraiment beau à voir. Et maintenant, vous les voyez partir. Aujourd'hui, ils vont vers le Chili, ils vont vers le Canada, maintenant ils iront vers Taïwan, ils iront n'importe où. C'est parce que il n'y a aucune lueur d'espoir pour eux dans leur pays. Mais ceci, c'est dramatique. Et nous autres, qui regardons du côté de la société civile, qu'est-ce qui est fait pour construire, pour amener les gens à prendre conscience que le pays leur appartient et que le pays, ce sont eux qui doivent développer le pays. Et c'est pas le fait d'aller de façon ponctuelle s'occuper d'une petite chose. Et quand on est un dirigeant, il faut voir de haut, avoir la grande image de façon à pouvoir remettre en place les structures nécessaires pour construire cette maison que nous voulons avoir. On n'en est pas là ici. Je crois que ce que la société civile, ce que nous, au niveau du collectif, nous allons faire, c'est que nous allons certainement continuer à tirer certainement la sonnette d'alarme contre ces abus qui se font, contre cette façon très maladroite de gérer le pays, contre cette façon très grossière d'assumer les responsabilités de ce pays. Jean Bergan, sur la question justement du dossier des réfugiés, on voit quand même ce qui se passe en République dominicaine. Bien sûr, il y a des vidéos qui circulent sur le net qui sont des vidéos qui sont ce sont des montages, mais quand même dans la réalité, il y a vraiment un réel problème concernant les illégaux haïtiens en République dominicaine. Et il y a ce problème concernant les illégaux, mais il y a un racisme certainement qui existe en République dominicaine. D'un côté, il faut vraiment reprocher, et ça a été toujours notre position vis-à-vis de la République dominicaine, notamment après leur fameux arrêt 78-13, leur arrêt totalement raciste, et qui persiste, et qui est en vigueur. Il y a ça ensuite, mais on n'a pas l'appui d'un gouvernement, on n'a pas l'appui de l'État haïtien pour mener à bien ce combat. C'est-à-dire que nous n'avons pas un État qui protège ses citoyens. Et c'est terrible lorsque nous voyons comment ils sont malmenés, comment ils sont ramenés comme du linge sale et rejetés sur la frontière ou sur un point frontalier. C'est quand même aberrant que l'on soit à ce stade. Et qui devrait avoir honte quand même, c'est nous autres Haïtiens et certainement les responsables du pays, les autorités du pays, qui ne font rien, qui ne montrent rien de positif quant à l'accueil de ces Haïtiens que l'on rejette sur la frontière. Et il faudrait aller voir ça au Rothschild de ces points frontaliers, l'état dans lequel ces gens sont reçus. Totalement comme des bêtes, Donc vous pensez que les autorités ne font pas assez? Ils ne font rien à ce niveau-là. Parce que nous n'avons rien vu. Si ce n'était la présence de certaines organisations civiles à assumer la gestion de ces gens, et vraiment ils seraient comme des chiens errants dans les rues. Parce que l'État, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État a construit? Qu'est-ce que l'État projette? Quel est le message que l'on rend sur l'État? Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. C'est comme si nous n'étions pas dirigés. C'est comme si nous avions, ou du moins nous avions des dirigeants qui ont des lorgnières, œillères,
et vraiment, et qui ne regarde pas de haut pour aller vers le développement. Il faut voir au niveau structurel ce qui a fait. Qu'est-ce qui a fait au niveau structurel? Les institutions sont totalement défaillantes, pour ne pas dire inexistantes. Nous voyons, et nous avons dénoncé d'ailleurs dans la lettre que nous avons écrite au ministre Fortuné, fort de cette conférence débat, il y a eu des témoignages, il y a eu des gens qui ont dit que finalement, il y a un cinquième volet de l'insécurité. Il parle de l'insécurité causée par la dictature parlementaire. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent que ils classent cette insécurité dans le fait que les membres du pouvoir législatif font pression pour placer à des postes de responsabilité des protégés totalement inaptes. Et ceci crée un chaos néfaste au sein des structures administratives haïtiennes. On sait ce qui se fait. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Ce sont des tractations de bas niveau et où l'on ne considère pas l'efficience ou l'efficacité ou la compétence vraiment de ceux qui doivent servir le citoyen. Et donc, en allant comme ça, on ne peut pas espérer beaucoup de choses que de continuer à aller dans l'abîme. Je crois que nous, notre cri est de mettre un cran d'arrêt à cette décadence. Alors, mis à part la République dominicaine, on voit aujourd'hui, il y a des Haïtiens qui laissent les États-Unis d'Amérique pour se rendre au Canada. Ils sont accueillis au Stade olympique du Canada parce qu'ils disent qu'ils craignent une déportation de la part de l'administration Trump au mois de janvier prochain. C'est pour vous aussi une préoccupation? Comment vous voyez tout ça, Jean-Berg? Effectivement, il y a la menace, entre guillemets, la menace Trump. Et l'Haïtien fuit encore. Et pour aller sous d'autres cieux qui leur paraissent plus cléments. Et encore une fois, notamment ceux il y a ceux du TPS qui sont certainement visés là-dedans. Et qu'est-ce que nous faisons, nous autres Haïtiens, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour ramener ces gens chez eux en Haïti? Qu'est-ce qu'on leur offre? La diaspora qui a une puissance, on la laisse de côté. Les structures qu'il faut mettre en place pour que les gens rentrent ne sont pas mises en place. Donc, le citoyen se trouve laissé et livré à lui-même, sans aucune protection, sans rien, sachant qu'ils n'ont pas un État qui les protège. Et c'est une très désagréable sensation, mettez-vous à la place de ces gens qui fuient et trouvent simplement quelqu'un ou un pays qui les accueille, et encore en faisant pitié. Hein? C'est pas normal parce que c'est ça, et c'est ce quoi nous travaillons nous autres, c'est que pour faire comprendre à l'Haïtien qu'il a une valeur, pour faire comprendre à l'Haïtien qu'il est porteur d'une histoire, pour faire comprendre à l'Haïtien qu'il est héritier de passé glorieux. L'Haïtien ne sait pas ce qu'il représente. Nous ne savons pas ce que nous représentons aux yeux des autres. Et c'est ça qu'il faut l'Haïtien commence à comprendre. Et je crois qu'on arrive au stade où il nous faut un changement sérieux. Et le terme qui vraiment résume ça, c'est un terme fort et qu'on appelle une révolution. Il faut une révolution dans la mentalité. Il faut, depuis la naissance de notre pays, depuis 1804, Rothschild, nous voyons notre pays évoluer à travers plusieurs gouvernements qui se sont succédés en dents de scie, mais toujours dans le même cadre. Et nous avons vu ce que ça donne. Ça donne que nous sommes encore à ce niveau-là. Nous n'avons jamais fait ce bond pour essayer de paraître et devenir un pays émergent. Ça, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que le monde par lequel vous passez, ou vous, votre pays, ou vos dirigeants, ce monde n'est pas bon. Et ce monde, c'est quoi? C'est le système. Donc, il faut revoir sérieusement notre système si nous voulons aller de l'avant. C'est le combat que nous voulons mener aussi. Le combat est en ce sens, et il y a un monsieur que nous ne pouvons pas oublier. Il est mort sans avoir eu la joie de voir ce qu'il prenait. Je veux parler
tu en Abdelpé, qui disait nous besoin aux conférences nationales et à l'analyse, qu'est-ce qu'il nous faut effectivement. Tout comme ils avaient fait au camp Gérard en 1803, ce qui nous a permis d'avoir Vertière après. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut remettre tous les instructeurs ensemble, les rencontrer, avoir une grande table, ou je ne sais comment vous voulez l'appeler, bref, avoir cette conférence nationale, cette entente nationale où chaque secteur dirait voilà ma vision, voilà ma proposition. Et quand on aura rassemblé toutes ces propositions-là, on aura dressé des lignes maîtresses qui seraient à respecter pour les 5 prochaines années. Et donc là, on aurait une vision qui dépasse l'élément qui deviendra président aujourd'hui ou qui président demain. Bref, il y aurait déjà l'avenue de tracer à ce moment-là et viendra avec la nécessité de venir avec ce qu'il nous faut aujourd'hui, avoir une constitution adaptée. Et là, à ce moment-là, on commençait à penser qu'on aura un pays. À ce moment-là, les autres, nos Haïtiens qui vivent à l'étranger, verront qu'il y a une lueur d'espoir et viendront de notre pays. Et c'est ça que nous voulons faire. Et c'est ce combat que nous menons. Alors, concernant les Haïtiens, justement, qui laissent les États-Unis pour aller au Canada, vous pensez que le gouvernement devrait agir, leur venir en aide, Jean Bergan? De quel gouvernement vous parlez aussi? Le gouvernement haïtien. Venir en aide. J'ai l'impression que le gouvernement est plus à l'aise à voir ces choses-là. Laisser le pays parce que c'est moins de poids et pour eux de ce côté. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas cette idée d'être responsable de chaque citoyen. Alors, quelle lecture faites-vous de la façon dont le président de la République, Jovenel Moïse, il dirige le pays depuis son accession au pouvoir, Jean Bergan? Bon, je n'aime pas juger les gens. Par contre, c'est le chef d'État, c'est le président de mon pays. Et je dois admettre qu'il a peut-être sa façon de voir, mais pour moi, je pense que gérer un pays en ce qu'on appelle un micromanagement amène à l'échec. Je pense que le président, au lieu de s'atteler à diriger une caravane, devrait sortir de tout ça et aller à haut niveau, de façon à avoir une vue globale de la situation. Déléguer ce qui a lieu de déléguer, parce que ceci c'est le travail de foreman ou de ministre, pas d'un chef d'État. Le chef d'État doit avoir un grand et pouvoir grand. Il faut qu'il se retire du micromanagement, du terre à terre, parce que c'est à partir de là qu'il peut dire, ah bon, là il y a une faille, là une faille. C'est de haut qu'il peut voir les structures à mettre en place. C'est ça le travail essentiel, je pense, qu'il devrait faire. Quand je regarde, jusqu'à aujourd'hui, depuis combien de temps au Chili, je prends la Cour de cassation. Cour de cassation, jusqu'à présent, il n'y a que 6 juges. S'il arrive quelque chose encore, on va retomber dans cette même histoire qu'il nous a donné le président Privert au second degré, qui n'est pas encore de notre Constitution. La Cour de cassation devrait être une priorité à être mise en place. Et ainsi pour toutes les structures, mettre de l'ordre dans le pays. Deuxièmement, je pense que le président aurait pu amorcer ce que je viens de dire tout à l'heure, cette approche générale, la rencontre de tous les secteurs pour débattre des situations, de la situation, pour débattre de la vision future, pour qu'on puisse laisser quelque chose de positif à nos enfants. Et c'est ça, malheureusement, c'est pas ce que je crois voir. Je ne sais pas s'il a des oreilles pour entendre, ou bien s'il veut aller tête baissée dans ce qu'il a en tête. S'il veut vraiment entendre, je ne dis même pas un conseil, mais entendre une voix, ce serait souhaitable de se retirer du niveau de ce micromanagement et devenir un vrai dirigeant et rassembler tout le monde, prendre les problèmes de tout un chacun, définir ensemble une nouvelle vision pour notre pays, parce que notre pays ne peut pas continuer à rester encore à la traîne du monde. Nous avons cette capacité, nous avons énormément de citoyens valables, sérieux, honnêtes, compétents, désireux d'aider leur pays. Il y a des histoires qu'on met systématiquement en place, comme pour bloquer le citoyen honnête.
Je prends un exemple, Rothschild, cette histoire de décharge. Demandez à un bonhomme, bon, j'ai entendu le nom, finalement, je crois que ça peut-être après une vingtaine d'années, une trentaine d'années, comment il s'appelle, le Malval. C'est l'autre jour qu'il a eu sa décharge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens, cette histoire de décharge, de la façon dont c'est fait. Et quand vous prenez une mesure pareille, quel homme qui soit bien de la tête, qui soit honnête, sérieux, qui dise, OK, j'accepte d'hypothéquer mes biens, en sachant que peut-être un jour, j'aurai une décharge. Non, vous le gardez à l'écart. Il faut éliminer cette histoire-là. Ce sont des choses simples à faire, mais personne ne dit rien. Et ça continue comme ça. Et maintenant, ce que ça donne, c'est encore, ça ouvre la porte à des tractations occultes, encore donner de la place à la corruption qui nous gangrène. Alors pour terminer, quelle est votre vision de la question de l'armée aujourd'hui qui fait débat? Il y a beaucoup de secteurs qui disent bon, il faut une armée professionnelle, et qui se disent bon, pas d'accord avec la façon dont le gouvernement mène l'opération. Quelle est votre vision des choses, Jean Bergan, sur la question de l'armée? Bon, je l'ai dit, j'ai vu le ministre de la Défense, ça fait déjà quelque temps, parce que c'était un ancien président de la Chambre de commerce, comme moi d'ailleurs. Il avait fait partie de mon conseil, à l'époque j'étais à la Chambre. Je pense que l'armée est une institution d'ailleurs qui est dans notre constitution, et l'armée est nécessaire que nous ayons. L'armée est à tel point où il faudrait qu'elle soit en place jusqu'à arriver à rendre fonctionnel le service militaire qui devait être obligatoire, qui donnait à tous nos jeunes à partir de 18 ans, ils savent qu'ils doivent donner 1 an, 2 ans à leur pays, et ça crée une certaine discipline en plus. Ça, c'est pour aller très loin déjà. Maintenant, je pense que l'armée est certainement une affaire nécessaire. Mais il ne faudrait pas que l'on nous leurre non plus et qu'on nous dise que c'est une armée... qui sera au service du développement avec tracteurs, etc. Bon, ce n'est pas le rôle de l'armée. L'armée, c'est l'armée. Le militaire, c'est le militaire. L'armée est là pour la défense du territoire. L'armée est là en cas de catastrophe pour venir à l'aide. L'armée, ne me dites pas que l'armée est aussi là, et pour protéger. Non, c'est pas ça. L'armée est là, ce sont des gens que l'on ferme dans des casernes, et quand il y a des histoires catastrophiques, les armées, ils sont là pour ça. Il faut qu'on le dise clairement. Donc, ne pas essayer de leurrer et de faire avaler une pilule qui passe de travers. Non, dites des choses clairement, ouvertement. On a besoin d'une armée, mettons l'armée en place avec ce que cela a pu coûter. Et maintenant, de toute façon, on a des ressources que nous ne savons pas exploiter. Que nous ne savons pas exploiter, que des individus exploitent, parce que ce sont eux qui s'enrichissent avec la contrebande de la frontière notamment. On a une armée pour surveiller la frontière. Il ne faut pas laisser à la République dominicaine de surveiller la frontière pour vous autres. Ça n'a pas d'allure. Donc, je crois que c'est nécessaire. Et le tout est de bien aborder la question. Je crois que ça aurait été vraiment idéal d'avoir vraiment le haut état-major mis en place et laisser au état-major faire son travail. Puisque la Constitution vous donne ce qu'est l'armée. C'était l'institution la mieux hiérarchisée de notre pays. Elle a été pourrie, corrompue, et cette corruption, justement, et c'est cette corruption qui coule dans les veines de nos citoyens. Donc, selon vous, il faut que le gouvernement revoie sa copie sur la question de la mise en place aujourd'hui de l'armée, Jean Bergan. Je pense que le gouvernement devait vraiment remettre la mise en place de l'armée à des professionnels de cette histoire-là. Le haut état-major, les corps nécessaires pour former le cœur de l'armée, mettre ces corps-là en fonction et laisser ces corps-là travailler. Merci beaucoup Jean Bergan, responsable coordonnateur du collectif du 4 décembre, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs dossiers. Merci beaucoup. Ok, merci de cette visite. Et je dois vous dire aussi, nous allons publier, et en fait rendre public aussi la lettre que nous avions remise au ministre et aux différents chefs de ce pays. Cette lettre qui devait être remise le 28 juillet lors de la marche, nous allons la rendre publique. Elle a été remise aux récipiendaires, aux destinataires. Maintenant, on va la remettre pour que tout le public sache ce que nous demandons aux différentes instances de l'État. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rothschild.
C'est donc la fin de l'émission Enjeu. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, et le coordonnateur du collectif du 4 décembre, Jean-Robert Argan. La rediffusion de cette émission est à 5h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.